Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Les clés d'une vie, celle de mon invité. Vous n'êtes pas du genre à rouler carrosse, même si Renault a changé votre vie. Vos coups de colère sincères ne peuvent absolument pas être considérés comme des coups discographiques, bien au contraire. Et votre casquette ne m'empêche pas aujourd'hui de vous tirer mon chapeau. Bonjour Gauvin Serre. Bonjour. Alors c'est vrai qu'on vous connaît, on connaît votre parcours, on connaît vos chansons, mais il y a tellement de choses à raconter sur vous que je vous ai invité pour parler de ce parcours aujourd'hui. Avec plaisir. À l'occasion de la sortie de ce nouveau single, avant le nouvel album. Alors, le principe, c'est des dates clés, bien sûr. Ok. Et la première, eh bien, c'est le 1er octobre 2016 à Évry. Écoutez. Et moi, je suis toujours là, toujours vivant, rassurez-vous. Ouais. Ce soir, Toujours là. vous débutez avec Renault à Évry. Ouais, alors c'est pas. Alors ça c'est la première date de la tournée. Moi j'ai pas fait la toute première. Ouais. En fait, pour la petite anecdote, il devait y avoir en fait un court métrage qui était projeté en première partie donc de la tournée de Renault qui revenait après 10 ans d'absence, qui était très attendu, Oh oui. un succès incroyable à la fois avec son album Phoenix et puis la tournée était remplie partout, tous les zéniths. Moi, j'avais une date de prévue, il y en a eu 95. Ouais, en tout cas pour moi en première partie, c'était exactement ça. En fait, je reçois un coup de fil, je m'y attends évidemment pas du tout. Je suis dans un petit restaurant asiatique en train de manger des nouilles chinoises et je reçois un coup de fil. Allô, c'est Renaud, le chanteur. C'était Il 3 précise, jours. oui. Voilà, il précise, donc c'était très touchant. Et c'était 3 jours avant son retour au Zénith de Paris où il y avait 10 concerts d'affilée. Et moi, faut imaginer qu'à cette époque-là, évidemment, je suis totalement inconnu. J'ai quelques chansons, on va dire, dans ma guitare, mais personne ne les connaît. Et j'en ai sorti une il y a quelques semaines, et lui, il est tombé dessus. Et à la place de ce court-métrage qui n'a pas trop marché, voilà, les gens attendaient plutôt de la musique en première partie, son public. Et il me propose, du coup, à la fin de ce coup de fil, voilà, de jouer avant lui pendant les Zéniths, pendant 25 minutes. Et voilà, ça a été un vrai tournant dans ma carrière, évidemment. Et dans ma vie aussi, parce qu'il a un petit peu changé ma vie, Renaud. Donc voilà, d'entendre ces notes-là, de cette chanson-là qui jouait en premier aussi pendant la tournée, ça me met encore des frissons. J'ai l'impression de revenir en 2016 où j'étais comme un gamin qui rentre dans un magasin de bonbons, le plus heureux du monde, quoi. Quand vous êtes là pour la première fois sur scène devant ce public, vous dites qu'est-ce que je fais là? Bah ouais, parce que moi j'avais vraiment l'habitude de jouer dans des salles de 50 places. Voilà, je faisais un peu le tour des cafés-concerts, des petits lieux de chansons à Paris, un peu partout en France. Et là, c'est vrai que ça a été, il a un peu, il m'a mis le pied à l'étrier, on va dire, sur des grandes scènes, et c'était assez fou parce que l'accueil des gens a été incroyable dès le début, et puis lui était d'une générosité incroyable avec moi. Donc c'était une période vraiment que je chéris et que je regarde toujours avec une nostalgie très joyeuse. Et ce qui est le plus extraordinaire, Gauvin Serre, c'est que vous aviez acheté vos places pour le Zénith. Oui, ouais, ça c'est pour la petite anecdote, c'est drôle parce que Renaud évidemment fait partie pour moi des plus grands chanteurs que la France ait connus, avec 2-3 autres, voilà, qui sont vraiment dans mon panthéon de la chanson, et je l'avais jamais vu en concert, donc parce que voilà, je viens de la Creuse et on n'avait pas trop l'habitude avec la famille d'aller dans des grandes salles, dans le Zénith à côté à Limoges. Et du coup là d'être arrivé à Paris, je me suis dit voilà, c'est le retour de Renaud, je veux absolument le voir sur scène. J'achète les billets pour m'accompagner moi pour le premier soir de son retour, et j'étais vraiment super excité d'aller le voir. Et puis finalement j'ai vécu la soirée de l'autre côté du micro et j'ai gardé les places. Elles sont encadrées dans ma petite bibliothèque. Elles ont un peu jauni, mais je les chéris beaucoup. Je crois qu'en plus, vous écoutiez au départ Renaud dans la voiture de votre père, Gauvin Serre. Oui. Ouais, les premiers souvenirs que j'ai de Renaud, c'est, je pense que je suis vraiment haut comme 3 pommes, avec mes frangins, on connaissait toutes les chansons par cœur. Mon père avait fait une compile en cassette avec toutes ses chansons préférées, voilà, avec pas mal de chansons tirées de toute sa discographie, des premiers, avec Hexagone, Société Tu m'auras pas, évidemment Mistral gagnant et tout ça, et ouais, finalement j'ai l'impression d'avoir toujours entendu sa voix, elle a toujours été familière, elle fait presque partie de la famille, et du coup c'est très très beau et émouvant finalement d'être devenu
d'être devenu, d'avoir lié une amitié avec lui et depuis maintenant pas mal d'années. Donc c'est une belle histoire. Oui, et moi je me souviens des débuts de Renaud. Je suis un soir à la Pizza du Marais. Il est là. Il y a 10 personnes dans la salle. Ouais. On me le présente. Il est tout timide. On a eu notre première interview ensemble ce jour-là. Incroyable. Avec François Bernem, je me souviens. Il avait sa casquette et déjà son foulard rouge et il chantait la Java sans joie, qui n'intéressait personne. Ouais. Et à l'époque, personne n'en voulait. Quand je suis revenu à mon journal en disant j'ai interviewé Renaud, on m'a dit qui c'est. Ouais, bien sûr. Alors, parce que ce que je trouve beau d'ailleurs dans sa carrière, c'est que ça a été très progressif. Hein. Le premier album, c'est un album culte, on va dire aujourd'hui maintenant pour les admirateurs de son œuvre. Mais c'est vrai au moment où il est sorti, il a pas eu le retentissement qu'on imagine aujourd'hui, et c'était assez discret. Et puis finalement, c'est avec Les Béton que ça s'emballe. Exactement. Mais ouais, je trouve ça beau en fait que la carrière elle explose pas d'un coup finalement et puis voilà, ça a été très progressif et puis il a écrit tellement de belles chansons dans chaque album et ça c'est assez rare pour un artiste. C'est ça. Alors vos débuts, c'est juste après début discographique, juste après ce Zénith avec cette chanson Pourvu. Pourvu qu'elle trouve pas ridicule la phrase marquée sur mon pull, pourvu que je lise pas dans ses yeux que ma casquette c'est pour les vieux, pourvu qu'il n'y ait pas un énorme blanc dès que je prononce intermittent, pourvu qu'elle prenne pas le premier train quand je vais lui dire je m'appelle Gauvin. Voilà, la casquette évidemment, elle est dans la chanson, peut-être d'ailleurs ce qui a frappé Renaud. Elle vient d'où cette casquette en velours côtelé? Alors c'est assez drôle l'histoire de cette casquette parce que déjà c'était pas du tout prévu que ça devienne une sorte de marque de fabrique. J'étais dans un marché à Bruxelles où j'allais voir mon frère qui habitait là-bas à cette époque-là. Et je suis tombé sur cette casquette et voilà, je l'ai essayé, j'ai trouvé que c'était joli. Ma compagne a validé, donc je l'ai acheté. Et puis ça correspondait en fait vraiment à mes premiers pas sur scène, justement dans les petits cabarets, les lieux de chansons. Et j'ai commencé à la mettre un peu tous les jours et je m'y suis habitué. Et c'est devenu un objet un peu fétiche. Et puis surtout, ça représentait pas mal mon identité, on va dire musicale, à la fois. J'ai grandi dans la Creuse, donc vraiment dans un endroit, la campagne, donc il y avait cette casquette de campagnard et en même temps de titi parisien, parce que voilà, quand je suis arrivé à Paris, j'ai tout de suite aimé cette ville, ce qu'elle représentait justement dans la chanson, dans l'effervescence culturelle, et voilà, j'avais cette espèce de double casquette que j'ai toujours défendue d'ailleurs dans tous les albums, avoir à la fois des chansons avec mes yeux de amoureux de Paris, des toits de Paris par exemple, et en même temps d'être très fier de mes origines originales, voilà, de la Creuse, et je défends voilà ces deux casquettes. Voilà. Et ce qui est étonnant d'ailleurs, je me suis un peu renseigné, l'origine de la casquette, elle a été portée par des paysans britanniques dans les campagnes, et à cette époque, une loi a obligé tout homme ou enfant ayant plus de 6 ans à porter une casquette en laine chaque dimanche. Ah bah voilà, ça me correspond bien. Exact. Alors, vous êtes né à Limoges, mais vous avez grandi ensuite dans la campagne, dans la Creuse, avec, je crois, un père professeur de mathématiques, une mère pharmacienne, et les mathématiques, au départ, c'est presque votre objectif. Ouais, complètement. C'est vrai que dans la famille, ayant un père prof de maths, on était un peu obligé d'être assidu dans cette matière-là, et j'ai un petit peu aussi suivi, on va dire, le chemin de mes frangins, mes 2 grands frères qui ont fait des études scientifiques aussi, et c'est vrai que j'étais plutôt à l'aise dans ces matières-là. Donc voilà, quand on sait pas trop ce qu'on va devenir et ce qu'on veut faire dans sa vie, je trouve ça difficile, moi, de s'orienter à 16 ans et d'être sûr de la branche qu'on va choisir. Donc finalement, j'ai choisi la branche où je me sentais le plus à l'aise. Ouais. Mais par ailleurs, j'étais aussi, je suis tombé un petit peu amoureux de l'écriture en classe de première avec un professeur qui m'a donné vraiment le goût des mots. Il s'appelait Monsieur Ferraud, voilà, et je le salue au passage, parce qu'il lui aussi il a un petit peu changé ma vie quelque part, avec ses encouragements justement en haut de la marge. Et ça, je m'en souviendrai toujours de ce qu'il a écrit sur certains de mes poèmes et de mes dissertations. Et voilà, c'est un truc que j'ai fait un peu en secret pendant pas mal d'années. Et puis j'ai mêlé ça avec la guitare au bout d'un moment, et puis ça a donné des chansons, et j'ai quand même été au bout de mes études pour rassurer aussi un peu l'entourage, forcément. Oui, j'ai eu mon diplôme, je l'ai pas beaucoup utilisé, mais ça a beaucoup rassuré ma maman. Une école de Toulouse, je crois. Ouais, l'ENSET à Toulouse. Et puis ça correspond aussi au même moment où j'ai écrit beaucoup de chansons pendant cette période-là. J'étais pas
pas très assidu pendant les cours, mais j'ai quand même été au bout du cursus. Mais voilà, la musique m'a rattrapé parce que je pense que c'était un besoin assez viscéral quand même au bout d'un moment, en tout cas de tenter ma chance pour pas avoir de regrets et d'essayer d'être heureux le matin quand tu te lèves et que tu vas travailler, quand à la fois ton travail et en même temps ta passion, c'est tellement un privilège incroyable que voilà, je me suis donné les moyens aussi d'essayer en tout cas. En tout cas, vous avez aussi vous interrogé à l'époque sur votre avenir. Et il y a une chanson de Renaud qui correspond à ce sujet et qui est votre préférée que vous avez interprétée. Je me suis chopé 500 lignes, je ne dois pas parler en classe. Ras-le-bol de la discipline. Alors, il se trouve que c'est votre chanson préférée, comme ça. C'est aussi la mienne. C'est vrai. Ah oui, complètement. Je trouve que c'est la plus belle chanson de Renaud. Ouais, c'est une merveille parce que je trouve qu'il y a tout Renaud en fait dans cette chanson-là. Il y a à la fois la tendresse, il y a une sorte d'engagement aussi, le rapport à l'éducation, justement ce qu'on nous apprend à l'école. Il y a aussi évidemment des perles de trouvailles d'écriture qui sont magnifiques. Je trouve qu'il a une interprétation aussi sur cet album à la Belle de Mai que je trouve peut-être son plus bel album. Voilà, je trouve que sa voix elle est merveilleuse et puis la mélodie de Julien Clerc est incroyable aussi. Donc ça fait pas mal d'ingrédients pour faire une très bonne chanson et celle-ci je m'en lasse pas dès qu'elle démarre. Je trouve que c'est un chef-d'œuvre quoi. Eh ben nous, on va aller au 3 septembre 2021, une autre date de votre parcours, dans quelques instants avec Gauvin Serre sur Sud Radio. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, mon invité Gauvin Serre. Nous parlerons tout à l'heure de votre nouvelle chanson avant le nouvel album. On en revient à votre parcours, on a vu vos débuts avec Renaud. Et le 3 septembre 2021, c'est un jour important, car ce jour-là, vous êtes le parrain des rencontres de l'Astafort. Oui. Ouais, Astafort a vraiment c'est un endroit particulier pour moi parce que déjà j'y suis allé pas mal de fois et je me suis lié d'amitié avec tous ces gens qui font des choses incroyables avec ces rencontres. Évidemment Francis Cabrel qui est un peu le chef d'orchestre de tout ça et avec Pascal Bagnara et voilà, c'est des gens tellement passionnés qui ont envie que les auteurs-compositeurs se rencontrent. Il y a beaucoup de création. Voilà, l'endroit, c'est une ancienne école où il y a une cour de création. Je trouve ça magnifique. Et il y a beaucoup de chansons qui ressortent de cet endroit-là. En fait, voilà, ils mettent en lien des auteurs-compositeurs pour créer des chansons ensemble. Et c'est vrai qu'on a tendance à être assez solitaire dans notre manière de fonctionner quand on est auteur-compositeur et qu'on essaye de tout faire soi-même et là de le partager avec d'autres gens, de parler justement du milieu de la musique, de nos routines d'écriture, de notre façon de faire, de comment on envisage la création. Je trouve ça très enrichissant et d'avoir été le parrain de ça, justement de témoigner ma petite expérience à ma petite échelle, c'était vraiment très émouvant et puis c'est un endroit dans lequel je me sens bien. Ça ressemble justement à ma Creuse aussi et c'est très inspirant en fait, voilà, de rencontrer tous ces artistes et évidemment Francis par-dessus tout. Alors Francis Cabrel justement a fait un message un jour sur vous que vous avez entendu, ça vous a ému, Gauvin Serre. Ouais, bien sûr, parce que encore une fois, on parlait de Renaud et Francis est aussi dans mon panthéon personnel des auteurs-compositeurs, voilà, qui ont écrit tellement de chansons qui ont marqué ma vie, qui ont accompagné beaucoup de moments de ma petite existence, voilà, à la fois adolescent, à la fois quand j'étais gamin, en famille, et à la fois après quand j'ai voulu faire ce métier-là. On écoute les chansons différemment, on voit tout le travail qu'il y a derrière et la finesse d'écriture, voilà, une forme de génie, je trouve, sur des artistes de ce calibre-là. Et évidemment, quand on entre quelque part, en tout cas, quand ils nous ouvrent la porte de cette famille-là, ces gens-là, évidemment, c'est très précieux. Ça nous apporte une petite forme de légitimité, en tout cas, de se dire tiens, j'ai peut-être choisi le bon métier et je suis sur la bonne voie, je vais continuer. Si je suis encouragé par Renaud et par Francis Cabrel, c'est peut-être que je prends le bon chemin, donc je vais essayer de tracer ma route, pas trop regarder les critiques, les gens qui veulent te mettre des bâtons dans les roues, et finalement leur voix à eux, elle est plus importante que tout le reste. Voilà. En plus, vous en avez encouragé d'autres, parce que je crois qu'un jour, vous avez donné une masterclass au lycée Victor Hugo à Poitiers. Ça a été un moment très fort. Ouais, bien sûr. Tous ces moments-là de discussion, d'échange avec la plus jeune génération, c'est vrai que je prends ça vraiment à cœur parce que je sais que
que ça peut changer un parcours parfois quand on entend quelqu'un qui nous dit que c'est possible, qui nous dit tiens, mais moi je venais pas du tout d'une famille de musiciens, mais aujourd'hui c'est mon métier. Je sais pas, t'as peut-être un rêve enfoui en toi et dont t'oses pas parler à tes proches, à ton entourage, et tu te dis que t'y arriveras jamais. En fait, peut-être que si, en fait, peut-être que c'est possible. C'est pas parce que t'as grandi dans tel ou tel endroit que la vie va pas te réserver quelques surprises. Et ça, je trouve que c'est hyper important de se dire que dès la plus tendre enfance, le chemin n'est pas forcément écrit et que tout peut se passer. Et ça, je trouve ça assez beau en fait dans la vie, et je crois qu'il faut y croire en fait quand on a une petite voix intérieure qui nous souffle des trucs depuis longtemps. Au bout d'un moment, il faut l'écouter. Alors, il y a aussi les bonnes et les mauvaises surprises. Et la mauvaise surprise, ça a été le confinement pour nous tous. Bien sûr. Mais aussi pour vous, parce que vous avez dû annuler un concert qui vous tenait à cœur à Limoges. Ouais, bien sûr. Cette période-là, elle était vraiment paradoxale dans plein de domaines, hein, évidemment. Pour nous, c'était triste évidemment de repousser des concerts, de voir les tournées annulées, des choses sur lesquelles on travaille depuis des années. Le Zénith de Limoges, le Zénith de Paris, c'était des concerts que j'avais cochés depuis 1 an et demi sur le calendrier, donc forcément. Et après, en même temps, évidemment, on peut pas se plaindre parce que le monde s'est arrêté de tourner. Donc on relativise bien sûr. Et puis finalement, ces concerts ont fini par avoir lieu quelques mois, quelques années après même, et voilà, on a fini par conjurer le sort, et c'était une période vraiment étrange où finalement la nature aussi a pas mal repris ses droits. Il y avait aussi des belles choses finalement. On s'est rendu compte, on s'est posé beaucoup de questions, je crois, sur le sens de notre place, sur nos métiers, sur nos relations personnelles, et finalement dans ce malheur-là, le malheur qui a été évidemment la maladie, plein de choses terribles. Il y a eu aussi, évidemment, il y a toujours aussi la petite marguerite qui pousse dans le béton, et on essaye de tirer des choses positives de ça et d'avancer. Et malheureusement, la marche du monde a repris un peu comme si il s'était rien passé. Ouais. C'est presque dommage de ne pas en avoir tiré plus de conséquences, je trouve. En tout cas, ce confinement, vous avez réalisé quelque chose d'étonnant que j'ai vu sur Internet. Je ne savais pas que vous étiez dedans, parce que c'est l'une des plus belles choses que j'ai vues, c'est cette symphonie confinée. Ah oui. Quelle douce faiblesse, quel joli sentiment, ce besoin de tendresse. Alors, comme beaucoup, j'ai découvert ça sur Internet, mais je me dis comment c'était possible d'avoir des inconnus qui se réunissent pour un clip géant sur cette chanson. Ça, il faut féliciter Valentin Vander, qui a été le chef d'orchestre de cette symphonie confinée. Déjà, l'idée était géniale, et puis il a vraiment mené ça de main de maître. Il a appelé justement un petit peu tous ses amis, ses copains chanteurs, reprendre en plus cette merveille de chanson qu'on connaît beaucoup sous la version de Bourvil, moi que j'adore vraiment, que je trouve incroyable. Et voilà, d'avoir mêlé tous ces instruments, ces voix ensemble, des gens qui sont pas du tout au même endroit, et de les faire chanter en communion, c'était très beau. Et je crois que ça nous a fait vraiment du bien. Et puis ce que raconte la chanson aussi, c'est ce manque de tendresse dans un moment où on peut pas se voir en vrai, se faire vraiment des accolades. C'était une super idée, et c'est hyper émouvant comme chanson. Moi, j'adore l'écouter, quoi. Ah, mais beaucoup de gens l'ont vu sur Internet. Ouais. Et je vais vous dire, je l'ai même montré aux enfants de Bourvil, qui ne la connaissaient pas, et qui ont adoré et été très touchés par ça. Ça m'étonne pas, ouais. Et parce que cette chanson de Bourvil, c'était Marie Laforêt l'avait enregistrée en même temps, mais c'est celle de Bourvil qu'on connaît. Ouais, et parce que sa voix va tellement bien avec cette chanson. Exactement. Alors, une fois le confinement passé, il y a eu d'autres chansons, et il y a eu Dans mes poches. À l'intérieur du porte-monnaie, le numéro d'un japonais, une ancienne place de Cinoche, pas encore de photos de mioche, un ticket blanc pour le métro, une carte Vélib pour le vélo. Franchement, vous pouvez pas nier vos liens vocaux avec Renaud et d'inspiration. Ça, c'est le premier album Dans mes poches, et c'est je pense qu'il y a encore les influences, effectivement. J'entends aussi pas mal dans la musique aussi des sonorités de Bob Dylan. C'était un peu la référence aussi pour cette chanson-là en studio. Et ouais, bien sûr, on est le fruit de tout ce qu'on a écouté, je crois, et il faut essayer faut essayer de mixer un peu tout ça, et puis de trouver son chemin personnel,
effectivement, le premier album, il y a encore beaucoup d'insouciance et tout ça, et on essaye de s'en échapper, je pense, au fur et à mesure des chansons. Mais ouais, cette chanson-là, je pense que c'est la chanson la plus ancienne en plus que j'ai écrite, qui est sortie sur un album. En Donc plus, voilà. elle a une particularité, il y a eu un clip avec des dessins d'André Julliard, qui a disparu l'an dernier, qui a été, en fait, André Julliard a été le dessinateur des 7 vies de l'Épervier. Oui. Quand Black et Mortimer a été repris, ils l'ont choisi pour le premier album, avec Jean Van Damme, l'affaire Francis Black, et il a continué ensuite jusqu'à la fin, 8 heures à Berlin, avec Yves Sante. Ouais, et parce que j'adore Black et Mortimer, et vraiment je trouvais que cette chanson-là pouvait vraiment marcher avec le côté dessiné, et quand on a su que André Julliard était partant, j'étais comme un gamin, vraiment très très heureux. C'était la période où j'avais que des bonnes nouvelles. Le premier clip avait été fait avec Jean-Pierre Jeunet, qui était mon réalisateur préféré, et puis là André Julliard, le dessinateur, pour le deuxième, c'était vraiment c'était fou, quoi. Et en plus, vous avez été, je crois, élu Limousin de l'année. Oui, ouais, c'est vrai. Ça, c'est une belle fierté pour la famille, et carrément. C'est quoi ça ? Je crois que c'était un vote fait par le journal La Montagne, qui couvre tout le Limousin et un petit peu plus même, je crois. Et voilà, ils avaient élu la personnalité de l'année, je pense, en 2019, au moment de la chanson Les Oubliés. Et c'était une petite fierté familiale. Exactement. Alors, effectivement, La Montagne, pour aller vers les sommets, c'est logique. Et un sommet, vous l'avez franchi le 21 juillet 2024. À tout de suite sur Sud Radio avec Gauvin Serre. À tout de suite. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, mon invité Gauvin Serre. On a évoqué vos débuts, faciles avec Renaud et plus compliqués dans d'autres circonstances. On évoquera ça avec la nouvelle chanson. 21 juillet 2024, c'est un rêve concrétisé. Ce jour-là, vous êtes l'un des porteurs de la flamme olympique. Ouais, c'est vrai, j'étais très ému, évidemment, parce qu'il y a une portée symbolique très forte, et puis c'est vrai que le sport a toujours eu une place très importante dans ma vie. Enfin, je suis un vrai fan de sport. J'ai beaucoup joué au tennis quand j'étais gamin. Encore une fois, dans ma Creuse natale, on faisait pas mal de kilomètres avec mon grand frère, avec mon père en voiture. Et en fait, c'est marrant parce que c'est aussi une période où alors j'ai beaucoup joué, et en même temps, c'est la période où j'ai vraiment plongé aussi dans la musique, parce que du fait de faire beaucoup de kilomètres, on écoutait énormément de chansons. Beaucoup d'émissions de radio d'ailleurs, voilà, et je pense Jean-Louis Foulquier a des émissions comme ça, et c'est vraiment une Madeleine de Proust pour moi, toute cette période-là, et forcément de porter la flamme, c'est quand on m'a proposé ça, évidemment j'ai pas hésité très longtemps, et j'étais hyper ému. Voilà, c'est 100 mètres, mais c'est un truc, je me souviendrai toute ma vie, quoi. C'était où ? Et c'était en banlieue parisienne. J'ai pas pu le faire en Creuse, parce que malheureusement la flamme n'est pas passée en Creuse. On est encore les oubliés, mais voilà, c'était pas loin de là où j'habite, non, c'était un moment suspendu qui est très court, mais très intense, comme des concerts, voilà, qu'on fait, qui sont des concerts importants. Je sais pas, je pense à l'Olympia ou des choses comme ça. On a l'impression que ça passe en un éclair, et voilà, j'ai gardé la tenue, j'ai gardé le petit bout de la flamme qui est dans la bibliothèque aussi, et je chéris précieusement. Oui, cette flamme d'ailleurs qui est née à Olympie, et qui était à l'époque un symbole pour les déesses. Et il se trouve que quand vous faites le parcours, j'ai vu les images, il y a des gens autour de vous qui crient Gauvin, Gauvin. Oui. Ouais, c'était à Maison-Alfort, donc j'étais très touché, que des gens soient là. Enfin, il y avait une ferveur du public qui était super émouvante, en fait. Voilà, on sentait que le pays était vraiment en communion. C'est des moments assez rares, précieux, donc faut les chérir, et si ça peut nous rassembler, le sport est fait pour ça, je crois. Oui, et puis les Jeux Olympiques, ça vous passionnait. Je crois que votre père vous réveillait la nuit à vos 12 ans pour voir les Jeux Olympiques. Ouais, c'est vrai qu'avec mon grand frère aussi, qui est un fan de sport, on se réveillait beaucoup. Je me souviens surtout de Sydney 2000, où il y avait le décalage horaire, évidemment, et on suivait les épopées tennistiques à cette période-là. Vraiment, j'ai des souvenirs de gamin, d'être réveillé, mais d'être heureux de me lever en pleine nuit. Je sais pas, il y avait un côté aventurier, quoi, et c'est des super souvenirs. Avec des drapeaux improbables que vous connaissiez même pas. Oui. Ouais. C'est vrai que les Jeux Olympiques, ça permet d'apprendre pas mal la géographie du monde, et notamment les drapeaux. J'ai aussi ce souvenir-là.
grâce au sport, finalement, c'est vrai qu'on apprend beaucoup de choses aussi. Et dans ma génération, les biscuits l'Alsacienne avait lancé une sorte de diapositive. On prenait des drapeaux de chaque pays dans les paquets de biscuits. D'accord. Et on les collectionnait. D'accord. Et c'est comme ça qu'on a appris les drapeaux du monde entier. C'est une très bonne méthode, je trouve. Il y avait aussi les départements à un moment de la France. Exactement. Qu'on avait sur le frigo. Et c'était pas mal, je trouve. Alors, il se trouve que cette époque, justement, est importante pour vous. Vous avez mené un combat sportif, mais aussi un combat pour cette chanson. Y a plus personne en ville, y a que les banques qui brillent dans la rue principale. On est les oubliés, la campagne, les paumés, les trop loin de Paris. Alors ça, cette chanson a une histoire. Ouais. C'est parti d'un instituteur. Ouais, c'est Jean-Luc Massalon. Voilà, je le salue parce que c'est vraiment devenu un ami en fait depuis la lettre qu'il m'a envoyée. Il était venu me voir en concert à Amiens, je crois, et on se connaissait pas du tout. Il m'a écrit une lettre qui m'a fait parvenir où il me racontait sa lutte pour essayer de sauver son école. Voilà, il avait mené plein d'initiatives et il avait plus d'idées. Il m'a dit est-ce que tu pourrais venir dans notre école pour en parler, et puis dans tes concerts, est-ce que tu pourrais en parler entre deux chansons et tout ça. Puis finalement, j'étais tellement touché par son message, il y avait tellement de passion pour son métier, et en même temps, il se sentait impuissant face à la machine, on va dire, la machine scolaire de l'éducation naturelle, administrative, exactement. Et voilà, je me suis dit, en fait, ça rejoint aussi beaucoup de choses que j'essaye de défendre depuis pas mal d'années, l'abandon des services publics. Vous avez remarqué. Et voilà, notamment dans là où j'ai grandi, et j'ai essayé de mêler tout ça aussi. À mon enfance et à tous ces panneaux qu'on voit où il y a écrit à vendre dans les rues principales, où il y a effectivement, je le dis dans la chanson, mais où il y a plus que les banques qui brillent, on voit plus la salle de classe, on voit plus le guichet de la poste, les hôpitaux, il faut faire 2 fois plus de kilomètres pour les atteindre, et on voit le manque de moyens dont ils souffrent, et voilà, cette chanson là c'était vraiment pour parler de tous ces gens qui se sentent mal considérés, et aussi essayer de mettre un petit coup de pied dans la fourmilière de tous les gens qui nous dirigent et qui peut-être ne considèrent pas assez ce sentiment d'abandon qui est latent depuis pas mal d'années, et qui finalement a mené à plein en plus de mouvements sociaux après par la suite. Je pense aux Gilets jaunes évidemment, mais après les réformes des retraites, enfin plein de choses, les grèves à la SNCF, etc. Et voilà, je pense que c'est important en tout cas d'entendre les revendications des gens. Ouais. On se demande d'ailleurs si ces gens-là ne devraient pas retourner à l'école. Cette école à Pontoise où vous avez tourné le clip en plus. Complètement, c'était hyper important, en tout cas d'aller à la rencontre évidemment de cet instituteur, de Jean-Luc, qui était encore plus touchant en vrai que dans sa lettre. Et puis après, on a fait plein d'actions là-bas. Effectivement, on a essayé de rouvrir l'école pendant le tournage du clip avec les vrais enfants qui avaient été concernés par la fermeture de la classe. C'était des moments de vie, d'humanité très très forts. Et puis voilà, après j'ai fait plusieurs concerts là-bas dans la cour de l'école, dans le préau, et c'était des vrais grands moments dont je me souviendrai, qui sont bien au-delà de la musique en fait, et où finalement, au-delà des chansons, ça a une répercussion dans la vraie vie des gens. Et puis ça a été une chanson qui a été beaucoup utilisée justement pour essayer de sauver des classes. Et parfois ça a marché, et voilà, c'était vraiment le plus beau cadeau que j'ai reçu en témoignage. C'était ça, c'est de me dire quand on m'a dit merci pour cette chanson, elle nous a permis de revendiquer, de pointer du doigt cette injustice, et notre école est sauvée, en tout cas pour un temps, et merci pour ça. C'est devenu un centre culturel ensuite. À Pontoise, mais je sais qu'il y a d'autres endroits où les classes ont été sauvées, donc on touche du bois pour que ça continue, parce que c'est important. Voilà, il y a Christian Signol, un écrivain célèbre, qui a écrit un roman justement dans son village natal, 4 routes du Lot. Eh bien, l'école a fermé, et il a fait un très beau roman que je vous conseille autour de ce sujet, parce que ça m'intéresse. On comprend exactement les problèmes qui peuvent exister dans les régions. Ouais. Et puis il y a un autre écrivain aussi qui a compté dans votre vie. Il est à l'origine d'une chanson. Quand le jour sera levé, quand les draps seront lavés, quand les oiseaux envolés
des rues où l'on s'est aimé. Michel Il ne Bussy, restera ça aussi c'est une rien de rencontre. nous. Ouais, Gauvin une Serre. très très belle rencontre. Voilà, pareil, inattendue. On s'est croisés pour une interview croisée, je crois, la toute première fois, justement, qui faisait le lien entre la musique et la littérature. Et comme lui, tous ses romans, étaient tirés d'un titre de chanson au départ. Voilà, on savait sa passion pour la musique et ça a été un coup de foudre amical avec lui. Voilà, on s'est tout de suite très bien entendu et on est encore en contact très régulièrement aujourd'hui. Et c'est une amitié précieuse et j'adore ses bouquins. Voilà, je trouve que évidemment, il maîtrise l'art du suspense et du twist final comme peu d'auteurs le font. Et puis voilà, il y a une poésie dans ses mots aussi, des petites choses du quotidien qui me touchent beaucoup. Et puis il a aussi des sujets plus sociaux aussi, parfois dans ses romans. Son côté géographe aussi, qui nous amène toujours dans des lieux très différents. Donc ouais, c'est quelqu'un que j'admire beaucoup et c'est Nymphéa Noire, vraiment ça m'a scotché ce bouquin. Et je crois que dans le livre de Michel Bussy, J'ai dû rêver trop fort, chaque début de chapitre, c'est un extrait de la chanson. Exactement, en fait, je pense que depuis longtemps, il voulait mettre un petit pied dans l'écriture de chansons et un jour, il m'a confié justement voilà, ce texte-là qui était effectivement le fil rouge du roman. Il m'a dit, voilà, est-ce que ça te tenterait de le mettre en musique? Ça pourrait faire une espèce de bande originale du roman. Je crois que ça n'avait jamais été fait. Jamais. Donc voilà, je me suis pris au jeu et puis finalement elle a atterri sur mon album aussi, sur mon deuxième album. Donc c'était vraiment une belle histoire et voilà, on est liés par cette chanson-là maintenant pour l'éternité. Oui. Et d'ailleurs, Michel Bussy a commencé de façon très particulière. Adolescent, il regardait les séries télé et il imaginait la suite. Ouais. Et c'est comme ça qu'il a eu l'idée de faire des Il a romans. une imagination, ça c'est sûr, débordante, hein, et il est très prolifique aussi, ouais. Et vous aussi, Gauvin Serre, vous racontez des histoires, mais en chanson. Dans la bagnole de mon père, quand j'étais encore qu'un gamin, ça roulait pas tranquille pépère, mais pas non plus au frein à main. Moi tout petit derrière la vitre, je voyais défiler la nature. J'adorais déjà faire le pitre, faire des grands signes aux autres voitures. Vos chansons, c'est Faire des films grands finalement. J'aime bien quand on me dit ça parce que c'est comme ça que je les imagine, en tout cas dans le processus d'écriture. J'imagine vraiment ça comme un court-métrage et moi j'aime quand les chansons sont très visuelles, qu'on a tout de suite presque le clip en tête quand on écoute la chanson. Voilà, et c'est effectivement pour moi, il faut arriver à trouver des images fortes, très impactantes, essayer de dire le plus de choses avec assez peu de mots dans une chanson. On n'a que 3 minutes. On a quelques couplets, donc faut arriver à être assez concis et à taper le plus juste possible. Donc ça prend, il faut que ça paraisse simple aussi, donc ça prend pas mal de temps. Il faut que ça soit fluide, ça coule de source et effectivement, si on a le film dans la tête, pour moi, c'est le plus important. Oui, c'est ce que disait Brassens d'ailleurs, qui faisait 50 versions d'une chanson Ouais. et 10 versions de la musique, Ouais. et qui ensuite mettait tout ça en œuvre. Ça, c'est vrai que Brassens, c'est un des maîtres de ce côté-là. Et effectivement, la mise en musique, je fais ça un peu de temps en temps aussi. Et c'est un calvaire parce qu'après, on hésite, on se pose plein de questions, on se dit tiens, est-ce que j'aurais pas dû choisir l'autre musique? Donc parfois, il y a des évidences, heureusement. Mais par contre, de se challenger, d'aller au plus loin, j'essaye de le faire de plus en plus. Plus les albums passent, vraiment de peaufiner jusqu'au dernier moment et de me dire tiens, vraiment j'aurais pas pu faire mieux. Et puis voilà, maintenant il faut que je me libère de cette chanson. Il faut qu'elle vive par elle-même. C'est ce que faisait aussi quelqu'un d'autre de très célèbre que vous avez chanté. À 20 ans, une valse à 100 ans. Une valse à 100 ans. Une valse à 100 ans. À chaque carrefour, La valse paraît que Hamilton l'amour Brel. rafraîchit au Brel, il printemps. écrivait ses Une chansons valse à debout derrière un chevalet, 18 heures par jour, Ouais. pour souffrir debout, comme le texte de ses chansons. Ouais, ça se sent en plus de toute façon dans sa manière d'écrire. Et puis il y a tellement le mot juste à chaque fois. On sent que, enfin, on ne sent pas le fruit du travail, mais on sent que c'est très travaillé. Et cette valse Hamilton, elle est difficile à puis, chanter. Elle est très difficile à chanter. Alors, c'est un producteur américain qui avait réalisé cette chanson-là et qui m'avait proposé de la ralentir pour ne pas, on va dire, tomber dans l'écueil de Brel et d'être dans la comparaison et puis pour partir sur un autre chemin parce que sinon, ça ne sert à rien de faire une reprise. Et finalement, c'est les arrangements derrière qui eux, accélèrent et qui grossissent au fur et à mesure de la chanson. Et je trouvais que c'était très élégant ce qu'il m'avait proposé.
Ce qui est élégant aussi, c'est votre nouvelle chanson qu'on va écouter à travers la date du 10 octobre 2025. À tout de suite sur Sud Radio avec Gauvin Serre. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, mon invité Gauvin Serre. On a évoqué votre parcours déjà important malgré vos jeunes années. Et puis est sortie le 10 octobre 2025 une nouvelle chanson. Alors cette chanson, c'est un peu votre autobiographie, donc on va la découper en 5 parties pour raconter votre parcours. On y va. J'ai grandi loin des caméras, dans une famille de classe moyenne, sympathisante Che Guevara, Dylan et Souchon dans la chaîne. Il y avait les guignols dans le salon, et dans la cuisine quelques cris. Je faisais les 100 pas, mon fiston, alors je suis monté à Paris. Voilà, c'est votre vie, mais racontée à votre fils. Exactement, ouais, je trouvais que c'était intéressant comme angle de vue dans une chanson. C'est toujours le plus difficile, je trouve, quand on attaque l'écriture, c'est de pointer la caméra au bon endroit. Et là, c'est vrai que d'avoir eu un enfant récemment, ça pose beaucoup de questions, ça nous fait nous interroger sur plein de choses. Et là, j'avais cette envie-là, à force de lui raconter des histoires tous les soirs écrites par d'autres, de lui raconter l'histoire de ses parents, de pourquoi il était né ici et de quelle famille il venait, et lui raconter ses origines, même s'il comprend pas. Il paraît que inconsciemment, ils emmagasinent beaucoup de choses à cet âge-là. Donc je trouvais que c'était intéressant comme point de départ pour la chanson. Voilà. Alors il se trouve dans cette chanson, vous évoquez aussi votre parcours. Oui. Et Che Guevara a marqué aux jeunes années. Oui, c'était aussi une manière imagée de raconter ces années lycée où il y a le côté rebelle qui ressort un petit peu, les premières manifestations, la réforme du CPE que j'ai beaucoup combattu à l'époque. J'étais en terminale, donc c'est vraiment une facette de ma jeunesse qui était importante, ouais. Et Che Guevara, en fait, la photo la plus célèbre du monde date de 60, d'Alberto Corda. Oui. Cette photo a été prise par une marque de vodka, sans autorisation. Résultat, il y a eu un procès et il y a eu des dommages et intérêts qui ont été donnés au système de santé cubain mis en place par le Che. Ouais, ça c'est magnifique. L'auteur n'a pas voulu toucher le moindre centime. Ça c'est beau quand il y a des belles histoires comme ça qui finissent dans la poche des bonnes personnes. Et puis vous évoquez aussi Alain Souchon. Vous êtes fan de Souchon ? Oui, complètement. Ah ouais, on parlait tout à l'heure de Renaud, on parlait de Francis Cabrel. Si on doit compléter le tiercé, ça serait Alain Souchon, le troisième pour moi, qui est une référence en termes de plume, en termes d'histoire racontée, en termes de tendresse, en même temps aussi une part sociétale, mais toujours avec une forme de recul, d'observateur du monde qui me parle beaucoup, qui est merveilleuse, de poésie et de nonchalance. Voilà. Il se trouve que Souchon était là le soir où j'étais à la Pizza du Marais voir Renaud pour la première fois. Si, il était là. Il a vu Renaud au début et il était très malheureux parce que ses chansons ne marchaient pas. Il songeait à abandonner ce métier. D'accord. Et c'était avant de rencontrer Laurent Voulzy. Ouais, incroyable cette anecdote, pardon. Alors la suite de la chanson. J'avais pas vu tous les Godard et pas lu Shakespeare en anglais. Je trimballais juste ma vieille guitare dans les labyrinthes de Châtelet. On me disait que c'était pas mon monde et que mes rêves étaient hors de prix. Je voulais décrocher la Joconde, alors je suis monté à Paris. Remonter les manches, monter sur les planches, déballer ma vie et celle de ceux qui ne sont pas montés à Paris. Griffonner les vers, chanter mes colères, mes utopies et celles de ceux qui ne sont pas montés à Paris. Voler la Joconde, c'est le moment d'en parler. C'est très drôle parce que cette chanson-là est sortie le 10 octobre et 10 jours après, effectivement, il y a ce cambriolage, braquage au musée du Louvre. Enfin, c'est
c'est la petite musique du destin, en tout cas, m'aura fait un sacré clin d'œil et c'est drôle. Ouais, en plus, je crois que c'était ma phrase préférée de cette chanson-là. J'aimais bien cette trouvaille de vouloir décrocher la Joconde en montant à Paris et ouais, c'est très drôle ce qui s'est passé après. Enfin, c'est drôle. Non, c'est pas drôle ce qui s'est passé au Louvre, mais le clin d'œil du destin est assez cocasse. Et ce qui est étonnant, c'est que la Joconde a été volée, je ne sais pas si vous le savez, par Vincenzo Peruggia en 1911. Bien on sûr. a mis 2 ans à la retrouver. Ouais. Et c'est parti en Italie, je crois. Il voulait que ça reste dans son pays. Et on a soupçonné même Picasso et Guillaume Apollinaire d'avoir volé. Ah ouais, je savais pas ça. Alors, effectivement, le Châtelet, ce sont vos débuts, c'est tous les cabarets, tous les petits bars où vous avez chanté. Complètement, ouais. C'est vrai que ça raconte les premières années, parce que c'est vrai que souvent, quand on passe à la radio, quand on fait des concerts dans des plus grandes salles, les gens ont l'impression que ça a toujours ça a marché comme ça du jour au lendemain, mais j'avais envie de raconter aussi le début, quoi, les premières années où on fait nos premières armes et où on apprend le métier. En fait, c'est un métier qui s'apprend aussi, d'être sur scène, d'être face à des gens, de capter l'attention des gens pendant que les gens sont en train de manger ou en train de discuter, d'essayer d'attraper leur attention. C'est vraiment quelque chose qui s'apprend. Et c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Donc j'avais envie de démarrer aussi par la scène. C'était vraiment très important pour moi, justement comme les gens qui m'ont donné envie d'écrire, dont on parlait tout à l'heure. Et j'ai beaucoup joué notamment dans un lieu qui m'est cher, qui s'appelle le Connétable, voilà, qui se trouve dans le Marais, au 55 rue des Archives. J'ai écrit une chanson aussi sur ce lieu qui est dans le premier album, qui s'appelle Comme chez Le Prest, qui est un autre auteur qui m'a beaucoup influencé. Et ouais, ces années-là, en fait, je les échangerais pour rien au monde, parce que j'ai adoré, en fait, toute cette période où il y a une espèce d'insouciance de faire le métier qu'on a envie, même si évidemment on passe pas à la radio, on n'est pas quelqu'un d'entendu, on va dire, du grand public, mais voilà, on apprend, on tombe, on se relève, et chaque soir on a l'impression d'être un artiste plus accompli, et c'est très précieux, quoi. Monter à Paris, 3e partie. Pas de cuillère d'argent dans la bouche, mais le stylo entre les dents. Il fallait à tout prix faire mouche pour clouer le bec des méprisants. C'était l'école de la débrouille, dans les rues du Monopoly. On a surtout bouffé des nouilles quand on est monté à Paris. C'est vrai que c'était pas facile, cette période, Il y a des périodes où il y a des questionnements, effectivement. C'est la période où j'ai un peu mis mon diplôme à la poubelle et de me lancer dans cette aventure-là, musicale, devenir intermittent du spectacle. Je savais qu'évidemment, les conditions seraient très différentes, mais j'étais prêt à prendre le risque, parce que pour moi, le jeu en valait la chandelle, justement, d'en faire un métier qui me plaisait. Puis c'est un besoin vraiment viscéral d'écrire, de raconter mes histoires et d'essayer de les raconter à plein de gens, essayer d'émouvoir les gens qui viennent me voir en concert. Et puis voilà, avec ma compagne dans cet appartement-là qu'on appelait la petite Piole, et voilà, c'est des périodes très enrichissantes où j'ai l'impression d'avoir appris beaucoup de choses sur moi, sur le métier, sur ce que je voulais faire dans la vie, et même sur mon entourage et tout ça. Ouais, pour moi, c'est vraiment presque la période la plus importante, et c'est pour ça que dans la chanson, j'en parle. Il y a une espèce de nostalgie, et c'est pas du tout, en tout cas, j'espère qu'on le ressent pas du tout comme ça. C'est pas du tout des années que je renie, où je me dis tiens, c'était vraiment très dur, etc. C'était évidemment, c'est l'école de la vie. Voilà, c'était l'école de la vie, et c'était hyper important de commencer par ça, en fait. Exactement. Monter à Paris, 4e partie. Mais je planquerai jamais sous le tapis mes origines originales, des fonctionnaires et des prolos, de ceux qui t'apprennent la vraie vie. Ils m'appellent tous le parigot depuis que je suis monté à Paris. Remonter les manches, monter sur les planches, déballer ma vie et celle de ceux qui ne sont pas montés à Paris. Griffonner les vers, chanter mes colères, mes utopies, et celle de ceux qui ne sont pas montés à Paris. Un clip a été tourné au Mini World à Lyon. Ouais. Qu'est-ce que c'est ? Est-ce que c'est un peu comme la France miniature près de Paris ?
Complètement, c'est vraiment un endroit où il y a que des miniatures reconstituées de la vraie vie. Donc non, c'est un espèce de musée de miniatures presque, tellement c'est impressionnant. Ils ont reconstitué à la fois la montagne, la campagne, la ville de Lyon, la Côte d'Azur. Enfin et on a vraiment pioché là-dedans sur tout ce qui nous parlait pour essayer de justement de mettre en image ce texte-là. Et ouais, on était vraiment comme des gosses parce que on a l'impression de revenir avec notre petite statuette et de pouvoir déplacer, moi mon petit personnage. Oui, il y a un Gauvin Serre. Ouais, en fait, on a reconstitué un mini Gauvin qui se balade justement dans ces décors de miniatures qui sont absolument magnifiques. Vraiment, Mini World, ils ont fait un travail de dingue et ils ont été en plus avec nous tellement généreux. Et donc, ouais, j'étais super heureux. Et puis en même temps, on a intégré aussi mon vrai moi dans cette miniature-là avec de l'animation 3D, avec de l'intégration fond vert. Enfin, c'était une vraie prouesse technique du réalisateur, vraiment de Stéphane Ridard. Vraiment, il a fait un boulot de dingue et je le remercie parce que c'est vraiment un clip que j'aime beaucoup. Clip qui termine la chanson, justement, partie 5. Je suis un gamin de la middle class qui a connu l'enfance sans écran. Et comme j'étais le plus petit de la classe, j'avais des rêves un peu trop grands. Mais même après les disques d'or, ce qui me fait chialer aujourd'hui, c'est de raconter quand tu t'endors pourquoi je suis monté à Paris. Remonter les manches, monter sur les planches, déballer ma vie. Et celle de ceux qui ne sont pas montés à Paris. Chanson Gauvin Vert qu'elle pourrait devenir l'hymne des Rastignac. Ah, moi j'ai pas dit ça, mais je l'ai lu en tout cas. Non, je me serais pas permis du tout de dire ça. Mais non, déjà si elle devenait un hymne, pour les gens qui ont soif d'aventure, de voyage et de décrocher un peu leurs rêves et d'y croire en tout cas, ça serait déjà génial. Et puis c'est aussi une chanson pour les gens qui n'ont pas pu justement partir. Qui n'ont jamais eu justement cette chance-là et qui sont restés sur le quai de la gare parce que pour tout un tas de raisons. Mais voilà, il y a aussi, j'oublie pas que je suis un privilégié justement de la classe moyenne qui a eu la chance de pouvoir aller à Paris et c'est pas le cas de tout le monde. Donc voilà, c'était aussi ce mélange-là de croire en ses rêves et en même temps de se souvenir d'où l'on vient. Et lorsque vous parlez de vous ou de votre fils, il y a toujours de l'humour et de l'autodérision. C'est très important pour vous. Ouais, je crois qu'on peut faire passer un peu plus de messages quand on y met de l'humour, bien sûr. Et puis l'autodérision, ça fait jamais de mal en chanson. Je crois que c'est même très important. Ça a commencé comme ça, d'ailleurs. Je pense que Pourvu était ma première chanson et qui était vraiment dans l'autodérision, une manière de me présenter justement au public. Et j'essaye d'y revenir de temps en temps parce que voilà, il y a rien de mieux que de rire de soi-même, je crois. Vous mesurez le parcours que vous avez accompli quand vous vous retournez? Ouais, j'essaye de voir en tout cas tout ce qui s'est passé, toutes les belles choses qui me sont arrivées et de chérir ça parce que c'est incroyable, c'est vrai. Faut jamais se lasser des belles choses qui arrivent et de se dire que c'est la normalité. Non, c'est pas du tout normal d'avoir justement fait ces 4 albums, de jouer à l'Olympia ou au Zénith, d'avoir parfois des chansons que les gens connaissent ou qui font vraiment partie de leur vie. Ça, c'est quand même voilà, non, la vie j'ai une petite fée qui s'est penchée sur mon berceau à un moment donné qui clairement j'en suis clairement conscient et c'est pour ça qu'aussi je me dois de travailler les chansons assez enfin le plus possible en tout cas pour essayer de continuer à écrire en tout cas les plus belles chansons possibles, le meilleur que je puisse faire en tout cas quoi. Oui, il y en a d'autres en préparation parce que ça c'est la bien première sûr. chanson, il y a un album qui va sortir. Oui, bien sûr, là c'est le premier single et il y a l'album qui va arriver, on va annoncer les dates bientôt et je suis hyper impatient parce que je suis très content de l'évolution en tout cas de ce 4e album par rapport aux 3 premiers. J'ai l'impression que c'est à la fois la suite logique et en même temps toujours faire un petit virage, un pas de côté pour évoluer. Vous évoluez et je crois que Renaud a eu du flair en vous découvrant car votre carrière ne fait que commencer. C'est gentil, j'espère. Merci beaucoup. Merci Gauvin Serre et merci d'avoir été si franc dans cette émission. Les Clés d'une vie, c'est terminé pour aujourd'hui. On se retrouve bientôt. Restez fidèles à l'écoute de Sud Radio.